Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur le Kundalini Yoga. C'est une pratique qui intrigue beaucoup, on en entend de plus en plus parler. Oui, on la décrit souvent comme puissante, transformationnelle même. L'idée, c'est d'éveiller une énergie spirituelle profonde. Exactement, et ça soulève pas mal d'intérêt pour ses effets sur le mental, le cognitif, mais aussi des questions, parce que ça peut paraître intense. Tout à fait. Alors pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur quoi? Sur des analyses d'études cliniques, des revues systématiques qui évaluent son efficacité. Mhm. Et aussi sur des descriptions de la pratique elle-même, ses techniques, ce que les gens rapportent comme expérience. Notre but, c'est vraiment de comprendre ce que la recherche suggère sur les bénéfices du Kundalini Yoga. Et de comprendre aussi pourquoi on dit parfois qu'il faut être prudent, que c'est intense. C'est ça. Bon, alors, allons-y. Plongeons dans cette exploration. Alors, pour commencer, le Kundalini Yoga, qu'est-ce que c'est au juste? Oui, bonne question pour démarrer. Eh bien, c'est une forme de yoga assez dynamique. Son but principal, c'est de réveiller ce qu'on appelle l'énergie Kundalini. Cette fameuse énergie. Oui, symboliquement, on la voit comme un serpent endormi en bas de la colonne vertébrale. L'objectif, c'est de la faire monter. Monter à travers quoi? Les chakras, c'est ça. Exactement, à travers les chakras qui sont nos centres énergétiques. Le but final étant d'atteindre un état de conscience, disons, élargi. D'intégrer le corps, l'esprit, l'âme. D'accord. Et concrètement, comment on fait pour faire ça? Quelles sont les techniques? Alors, il y a tout un ensemble. D'abord, des postures spécifiques, les asanas. Certaines sont assez connues dans le yoga en général. Oui, comme la posture du cobra ou des flexions. Voilà. Ensuite, et c'est très important dans le Kundalini, les techniques de respiration, le pranayama. Ah oui, la respiration du feu. J'en ai entendu parler. Kapalabhati, c'est ça? C'est ça, Kapalabhati. Très énergisante. Il y en a d'autres, comme la respiration alternée. Et puis bien sûr, la méditation. Méditation et mantra, j'imagine. Tout à fait. La récitation de mantras, ces sons ou phrases qu'on répète pour leur vibration. Le Om, bien sûr, mais aussi des mantras spécifiques pour chaque chakra, comme l'âme, Vam, etc. Et les gestes des mains, les mudras? Ouais, les mudras aussi, comme le Prana Mudra. Et parfois même des bandhas, des sortes de contractions musculaires internes. C'est un ensemble très complet. Et tout ça, ça vise quoi au niveau du corps, de l'énergie? Et surtout à harmoniser ces fameux chakras pour que l'énergie circule mieux, plus librement. Bon, alors regardons maintenant ce que dit la science. Qu'est-ce qu'on sait des bénéfices prouvés ou en tout cas suggérés par les études? Sur la santé mentale, par exemple. Alors justement, il y a une revue systématique assez récente qui a regardé ça de près. Elle a compilé les résultats de plusieurs essais cliniques. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle rapporte que, comparativement au groupe contrôle, le Kundalini Yoga semble entraîner une réduction significative des symptômes d'anxiété, de dépression, de TOC. Ah oui, quand même. TOC aussi. Oui, et même de TSPT, le trouble de stress post-traumatique, donc une action assez large apparemment. C'est impressionnant, cette convergence. Mais il faut nuancer, j'imagine. Oui, absolument, il faut rester prudent. D'autres approches, comme la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, montrent parfois des résultats un peu meilleurs sur le long terme pour certains troubles, comme l'anxiété généralisée par exemple. D'accord. Et puis, il faut reconnaître les limites des études actuelles sur le Kundalini Yoga. Le risque de biais est souvent modéré. C'est difficile de faire une étude en aveugle avec le yoga, c'est sûr. Exactement. Et les tailles d'échantillons sont souvent petites. Donc oui, c'est prometteur, mais il faut vraiment plus de recherche, plus large, plus standardisée. Compris. Et pour les fonctions cognitives, surtout chez des personnes un peu plus âgées? Alors là aussi, il y a une autre revue systématique intéressante. Elle s'est concentrée sur les adultes de 55 ans et plus qui avaient soit des troubles cognitifs légers, soit juste des plaintes concernant leur mémoire. Et les résultats? Plutôt encourageant là aussi. Ils ont observé une amélioration constante de la mémoire et des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est la capacité à planifier, s'organiser, ce genre de choses? C'est ça. Une amélioration chez ceux qui pratiquaient le Kundalini Yoga par rapport à d'autres groupes comme ceux qui faisaient un entraînement de la mémoire plus classique. Et est-ce qu'on sait ce qui se passe dans le cerveau? Y a-t-il des pistes neurobiologiques? Eh bien, c'est là que ça devient fascinant. Certaines études, encore préliminaires, suggèrent des changements bien réels. Comme quoi, par exemple? Augmentation du volume de l'hippocampe, une zone cruciale pour la mémoire. Meilleure connectivité entre certaines aires cérébrales, réduction de marqueurs de l'inflammation dans le corps. Information qui est liée au vieillissement et à certaines maladies. Tout à fait. Et même, c'est peut-être le plus surprenant, des modifications dans l'expression de certains gènes liés au vieillissement. Incroyable. Ça ouvre des perspectives sur un
potentiel neuroprotecteur alors? Ça le suggère, oui. Mais encore une fois, soyons clairs, hein, ce sont des pistes très intéressantes, mais qui demandent vraiment confirmation par des recherches plus solides, à plus grande échelle. D'accord. Mais alors si c'est si bénéfique potentiellement, pourquoi cette réputation parfois un peu sulfureuse? On entend dire que ça peut être intense, voire dangereux. D'où ça vient? C'est vrai, cette perception existe. Et il faut dire que l'éveil de cette énergie Kundalini, si on suit la logique de la pratique, peut effectivement entraîner des expériences très intenses. Intense comment? Physiquement? Psychologiquement? Les deux, en fait. Au niveau psychologique, ça peut faire remonter des émotions enfouies, parfois très anciennes. Ça peut créer de la confusion temporaire ou, plus rarement, une certaine instabilité si la personne est fragile. Et physiquement? Des sensations inhabituelles, chaleur intense, vibrations dans le corps, parfois des mouvements musculaires involontaires, des spasmes. Certains décrivent même un syndrome de Kundalini pour parler d'un ensemble de symptômes qui peuvent survenir et être assez perturbants. Mais pourquoi ces réactions si fortes? C'est la pratique elle-même qui est en cause? C'est complexe. Plusieurs facteurs peuvent jouer. Parfois, c'est une pratique qui n'est pas adaptée à la personne, trop intense d'un coup ou mal guidée. Le rôle de l'enseignant est crucial alors. Absolument. Un manque de préparation physique ou mentale peut aussi jouer. L'absence d'un encadrement vraiment qualifié, expérimenté, c'est un risque. Mhm. Et puis, il y a aussi la question de l'interprétation. Des sensations, des états inhabituels peuvent faire peur si on ne sait pas ce que c'est, si on n'a pas de cadre pour comprendre. Il y a parfois un choc culturel aussi. Donc le discernement est clé. Essentiel. Il faut reconnaître que c'est une énergie puissante potentiellement et qu'il faut apprendre à la canaliser, à l'intégrer de manière constructive. Ce n'est pas anodin. Alors, très concrètement, si quelqu'un est intéressé, comment faire pour pratiquer en sécurité? Quels sont les conseils? Le premier conseil, et le plus important, c'est de trouver un enseignant vraiment qualifié et expérimenté. Quelqu'un en qui on a confiance, Commencez doucement, j'imagine. oui, très progressivement. On conseille parfois de commencer par du Hatha Yoga plus doux pour préparer le corps et l'esprit avant de se lancer dans le Kundalini. D'accord. Et pendant la pratique? Utiliser des techniques d'ancrage, de grounding, marcher pieds nus dans la nature, faire des postures spécifiques comme la posture de l'enfant pour revenir à la terre. Et surtout, écouter son corps, ses limites. Fondamental, ne jamais forcer, respecter ses sensations, ses émotions, et si des choses difficiles remontent, ne pas hésiter à chercher un soutien extérieur, un accompagnement psychologique si besoin. C'est important de le dire. Et pour intégrer ces expériences, parfois intenses dont tu parlais. Oui, une approche intéressante qui est parfois suggérée, c'est de développer une sorte d'observateur neutre à l'intérieur de soi. C'est-à-dire? Apprendre à accueillir ce qui émerge, sensations, émotions, pensées, sans jugement immédiat, sans réagir de suite, juste observer, accepter. C'est dans cet accueil que la transformation peut se faire. Observer, accepter, transformer. Bon, alors, si on essaie de synthétiser tout ça, le Kundalini Yoga, c'est clairement une pratique riche, complexe aussi. Oui, très. Les recherches, bien que préliminaires, pointent vers des bénéfices potentiels assez intéressants pour la santé mentale, la cognition. Oui, avec des indices neurobiologiques vraiment fascinants à creuser. Mais en même temps, son intensité potentielle n'est pas négligée. Ça demande une approche prudente, bien encadrée et une bonne conscience de soi. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion pour finir. Au-delà des bénéfices spécifiques que la science essaie de mesurer, est-ce que l'exploration de pratiques comme celle-ci, qui intègre si profondément le corps, le souffle, l'esprit, l'énergie, Mhm. est-ce que ça ne pourrait pas être en soi une voie vers une compréhension plus intime de nous-mêmes? Un chemin qui demande, oui, du discernement, de la prudence, mais qui touche peut-être à notre capacité de transformation, à la gestion de notre propre énergie intérieure. Une question ouverte en somme. Satnam.